Bonjour à tous. Je suis Christian Saoud, le président de la commission sociale et médico-sociale de la HAS. Je suis membre du collège de la Haute Autorité et je vais vous présenter ce webinaire et l'animer avec les équipes de la HAS, principalement Véronique Véronique Gaddi et Sandra Grimaldi, et puis aussi les équipes du COFRAC qui sont présents et que je vous présenterai tout à l'heure. Je crois que nous avons une petite diapositive de consigne, si j'ai bonne mémoire, pour vous dire de faire un peu attention à limiter sur vos ordinateurs le nombre de pages ouvertes, débrancher un peu les autres appareils connectés, et puis choisir de préférence Google Chrome pour vous connecter, parce que la performance est meilleure. Vous avez sur la droite de votre écran un onglet chat pour échanger avec les équipes sur les aspects pratiques ou techniques, difficulté à se connecter, le son, etc. Et puis, vous avez un autre onglet qui est un onglet questions pour poser des questions aux intervenants, puisque nous avons deux parties dans ce webinaire. Une première partie dédiée à des connaissances sur le thème que nous avons à discuter aujourd'hui, et puis une deuxième partie sur les échanges. J'en viens tout de suite au fond de mon propos. D'abord, pour vous remercier d'être présent pour cette conférence. Vous êtes plus d'une centaine de personnes. Cette conférence est dédiée donc au nouveau dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, et plus particulièrement à ceux qui ont l'ambition de devenir des organismes accrédités pour cette évaluation. Nous allons vous présenter évidemment la démarche pour être accrédité, et puis aussi les outils de la procédure d'évaluation. Je suis accompagné de Carole Toussaint, qui est la directrice du COFRAC, et de Philippe Cassan, le responsable développement au COFRAC, pour ce qui concerne l'organisme accréditeur, et puis Véronique Gaddi et Sandra Grimaldi, comme je l'ai déjà dit, mais que certains d'entre vous connaissent bien déjà, qui ont travaillé à l'HAS avec l'équipe d'experts qui se trouve dans la commission que je préside. Pour la première partie de ce webinaire, nous allons vous présenter la norme d'accréditation et les exigences du cahier des charges de la HAS. Vous allez comprendre que les deux sont articulés. Et puis, on présentera ensuite les outils d'évaluation et le référentiel ainsi que le manuel d'évaluation. La seconde partie constituera un temps d'échange entre nous. Pardonnez-moi, voilà. Un temps d'échange entre nous. J'ai un téléphone qui sonne. Je n'ai pas fait ce que je vous ai demandé de faire, c'est-à-dire de supprimer tous vos périphériques. En cas de problème technique, n'hésitez pas à utiliser l'onglet de chat qui est à droite de l'écran, comme je vous l'ai indiqué. Et je vous rappelle quand même que le 10 mars dernier, nous avons publié le nouveau référentiel d'évaluation de la qualité de l'accompagnement dans les établissements et les services sociaux et médico-sociaux. C'est un référentiel commun pour toutes les structures, qu'elles accompagnent des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des mineurs de la protection de l'enfance ou de la PJJ, ou des personnes en situation de précarité. Ça représente aujourd'hui 44 000 structures dans notre pays. Et la publication des décrets des 26 et 28 d'avril dernier sur le calendrier de l'évaluation rend les choses maintenant tout à fait opérationnelles, avec ces deux documents publiés les 26 et 28 avril, la procédure d'évaluation et le cahier des charges que les organismes évaluateurs devront respecter pour pouvoir être accrédités par le COFRAC. C'est ce premier point qui va être présenté. Mais avant, je voudrais vous dire la grande satisfaction que j'ai en tant que président de la SCSMS, mais aussi en tant que membre du collège, et la grande satisfaction de l'ensemble des membres du collège de la HAS sur les travaux qui vont vous être présentés, qui sont des travaux très, très importants, mais qui correspondent aussi à une nouvelle donne législative publiée par le gouvernement précédent. Et maintenant, tout ça est prêt, et nous allons pouvoir en prendre connaissance de ces différents éléments. D'un côté, tout ce qui est procédure d'accréditation, et de l'autre côté, tout ce qui est évaluation, régime de l'évaluation, cahier des charges de l'évaluation, guide méthodologique, etc. Je cède tout de suite la parole à Philippe Cassan pour présenter le référentiel d'accréditation. Philippe, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Voilà.
Alors, lorsqu'on parle de référentiel d'accréditation, on entend en fait plusieurs choses. Le référentiel d'accréditation étant constitué par plusieurs documents. Le premier de ces documents est une norme internationale, puisque l'accréditation ne peut se fonder et ne peut être délivrée qu'en référence à une norme internationale. Et cette norme, c'est la norme ISO IEC 17020, qui concerne les exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection. Cette norme, elle est complétée au niveau du COFRAC par un premier document, qui est le document INS REV 02, et qui introduit et qui précise les exigences pour l'accréditation des organismes d'inspection. Ce document INS REV 02 est en fait la traduction d'un document international, qui est le document ILAC P15, et qui est un document qui fixe effectivement un certain nombre d'éléments d'interprétation et de compréhension commune des exigences de la norme 17020. Le dernier élément, entre guillemets, technique constituant le référentiel d'accréditation dans le contexte de l'accréditation pour l'évaluation des ESSMS, c'est le cahier des charges applicable aux organismes chargés de l'évaluation des ESSMS qui a été publié par la HAS. Donc, ces trois documents, dans cet ordre-là, fixent l'ensemble des exigences avec des interprétations associées auxquelles les organismes d'inspection qui veulent rentrer dans la démarche, voilà, les exigences auxquelles ces organismes vont devoir répondre. Au niveau COFRAC, effectivement, il y a ensuite un certain nombre d'autres éléments de procédure ou d'autres éléments d'exigence qui sont aussi des documents opposables, et ces documents-là seront effectivement communiqués et expliqués aux organismes lorsqu'ils rentrent dans la démarche. Alors, pour aller un peu plus loin et rentrer un peu plus dans le référentiel d'accréditation, donc je l'ai dit, c'est la norme 17020. Cette norme, elle fixe les exigences qui s'appliquent aux organismes d'inspection, et donc la première question intéressante à se poser, c'est de bien comprendre qu'est-ce qu'une inspection. Alors, la définition de l'inspection, elle est introduite par la norme elle-même, et elle est présentée à l'écran. Ce qui est surtout intéressant de comprendre ici, c'est appliqué à l'évaluation des ESSMS, eh bien, on est bien sur une inspection, puisqu'on est bien dans le cadre de l'examen du service d'accompagnement des personnes et de l'ensemble des processus associés pour le fonctionnement des services ou des établissements concernés, et la détermination de la conformité de cela aux exigences qui sont portées par le référentiel d'évaluation de SSMS de la HAS et par tous les textes et autres documents qui s'appliquent dans ce contexte-là. Alors, le contexte de l'intervention d'un organisme d'inspection est assez large. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, puisqu'on va être, dans le cadre de ces évaluations-là, on va être dans le cadre de l'intervention des organismes pour le compte de clients privés qui sont les services et les établissements concernés. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce référentiel d'accréditation, cette norme, sa finalité, c'est de promouvoir la confiance qu'on peut accorder à des organismes qui font des tâches techniques d'inspection, et par ce jeu d'exigences, d'harmoniser finalement les pratiques et les modalités selon lesquelles ces organismes fournissent leurs services. Et c'est pour ça également que dans cette vision de vouloir harmoniser les choses et en cohérence, qu'il y a les différentes couches, strates finalement du référentiel d'accréditation composé de la norme et complémenté par le cahier des charges de la HAS. Au final, la finalité reste la même, c'est de fournir, par le biais d'un rapport d'inspection, un rapport d'évaluation, des informations quant à la conformité de ce qui a été soumis à l'évaluation, soumis à l'inspection. Alors, très rapidement, parce qu'on pourrait en parler pendant quelques heures, je vais essayer de vous présenter un peu l'architecture générale des exigences de la norme 17020 pour essayer de vous faire comprendre cela assez simplement. Donc, un organisme d'inspection, qui doit répondre à cette norme 17020, eh bien, il y a un certain nombre d'exigences centrales qui sont les exigences en matière d'impartialité, puisque c'est la base. Une activité d'inspection doit être gérée avec impartialité, et associée à cette impartialité, des exigences spécifiques qui font le lien avec
le titre de la norme qui introduit la notion de type, eh bien, quand on parle de type, en fait, on parle de type d'indépendance. Et donc, les organismes d'inspection doivent démontrer leur indépendance vis-à-vis des objets de ceux qu'ils évaluent, de ceux qu'ils inspectent. Et pour caractériser l'indépendance de l'organisme d'inspection, eh bien, la norme introduit 3 types d'indépendance. Le type A, le type B et le type C, sachant que dans le contexte de notre sujet d'évaluation des ESMS et en lien avec les dispositions portées par le cahier des charges, seuls les types A et les types C sont autorisés. Très rapidement, le type A va caractériser des organismes dits de tierces parties indépendantes qui ne sont engagés que dans des activités d'inspection et qui donc ne s'interdisent en leur sein et pour leur personnel de réaliser des activités dites incompatibles avec l'inspection, ces activités étant par exemple le conseil autour de ce qui est de l'objet inspecté, la conception, l'entretien, la maintenance de cela. Voilà. Alors que, à contrario, un organisme de type C, c'est un organisme qui, au sein de sa structure, peut avoir plusieurs activités, les activités d'inspection et des activités donc dites incompatibles, telles que le conseil, et donc l'indépendance et le type d'indépendance vise à caractériser l'indépendance de l'organisme vis-à-vis pour ses clients, pour les parties intéressées, vis-à-vis de l'objet inspecté. Et donc, le dernier élément central, ce sont les exigences en matière de confidentialité auxquelles les organismes sont soumis. Ensuite, pour bien schématiser les choses, l'ensemble des exigences auxquelles les organismes d'inspection sont soumis sont organisés autour de 3 piliers. L'organisation, les ressources et les compétences, et bien sûr, le processus d'inspection. Donc, en matière d'organisation, il faut que l'organisme soit une entité juridique, identifiée, qui soit responsable de ses activités et qui établisse des contrats avec les parties intéressées. Et puis, il faut surtout une organisation technique qui repose en particulier sur l'existence d'un dirigeant technique, d'un responsable technique qui doit être en capacité d'assumer l'entière responsabilité des activités d'inspection réalisées. Ensuite, et c'est très important, au niveau des ressources, donc il y a un certain nombre d'exigences concernant le personnel, c'est-à-dire des intervenants qui vont être en capacité de réaliser les évaluations, les inspections. Et donc ces exigences portent à la fois sur les critères de sélection, sur la façon dont ces intervenants doivent être formés afin d'être habilités, formellement autorisés à intervenir, et puis ensuite sur la surveillance dans le temps de leurs performances et de leurs compétences. Alors, la norme a la vocation à intervenir sur tout type de domaine d'activité technique, et donc il y a des exigences en matière de gestion des équipements qui, dans le cadre de cette activité-là, forcément vont pas être utilisées, et dans certains cas également, la possibilité de sous-traiter qui peut arriver. Et puis, pour terminer, donc les exigences autour du processus d'accréditation, du processus d'inspection, pardon, sont initiées à partir du contrat, avec donc des exigences en maîtrise de contrat. Et puis, donc, nécessairement, les inspections, les évaluations sont réalisées selon des méthodes, avec des outils. Alors, dans le cas présent, et ça va être développé par la suite, ces méthodes et outils sont proposés par la HAS. Le résultat de cela est un rapport d'inspection, un rapport d'évaluation, et donc l'ensemble de ce processus doit être supporté par des enregistrements qui doivent en permettre l'évaluation. Et puis, bien sûr, la possibilité pour les clients ou pour d'autres parties prenantes de faire des réclamations quant à la prestation de l'organisme d'inspection, voire de faire un appel sur les décisions s'ils considèrent qu'il y a des problématiques en termes de prise de décision. Et donc, pour faire fonctionner cette structure-là, toutes ces exigences, eh bien, les exigences du système de management viennent un peu servir à maintenir cet ensemble à l'équilibre pour le bon fonctionnement de l'organisme. Voilà très rapidement une présentation du référentiel d'accréditation. Merci beaucoup, Philippe. On aura l'occasion de revenir là-dessus dans les questions. Maintenant, Véronique va présenter la deuxième partie de cet élément-là, puisque à côté de l'accréditation, il y a aussi un cahier des charges qui vient préciser un certain nombre de choses. Véronique, je te cède la parole
en n'oubliant pas de rappeler à nos internautes que dans le chat, on pose des questions techniques. Dans le petit onglet questions, on pose des questions de fond. Véronique, c'est à toi. Merci Christian, bonjour à tous. Donc effectivement, on va vous faire un focus sur le cahier des charges pour les organismes qui vont être chargés de l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et ce, en 2 temps. D'abord, vous faire un rappel des orientations stratégiques et c'est moi qui vais vous les présenter. Puis ensuite, je céderai la parole à Sandra Grimaldi qui va rentrer dans le détail des exigences du cahier des charges. Alors, pour rappel, vous dire que nous nous inscrivons aujourd'hui dans un cadre réglementaire qui a été fixé par un décret qui a été publié le 28 avril dernier et qui était relatif à l'accréditation des organismes pouvant procéder à l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Comme vous l'avez compris et vous avez entendu Philippe Casson vous l'a présenté, cette accréditation repose d'abord sur la norme 17020, mais également sur un cahier des charges pour lequel la HAS a eu la responsabilité de la rédaction et qui est relatif aux exigences spécifiques concernant l'activité d'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ce cahier des charges a été travaillé tout au long de l'année 2021. Il a été présenté une première fois et discuté au niveau du Collège de la Haute Autorité de Santé au mois de décembre. Et puis, nous avons attendu la publication du décret pour pouvoir le présenter de nouveau au niveau du Collège. Et il a donc été validé le 12 mai et publié le 13 mai. Pour ceux qui ont pris connaissance de ce cahier des charges, vous aurez remarqué que nous l'avons structuré sur le même plan que la norme d'accréditation, puisque ces exigences sont complémentaires à celles de la norme d'accréditation et qu'on souhaitait que ce soit plus simple de comprendre où se situait, comment se construisait cette complémentarité. Peut-être vous dire également que ce qui nous a guidés dans l'élaboration de ce cahier des charges, c'était quelque part, alors évidemment, tous les éléments que nous avions pu entendre venant de la part des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mais beaucoup des organismes qui avaient réalisé des évaluations précédemment. Et puis, on a travaillé sous un mandat qui nous a été donné par le Collège de la HAS et qui, notamment, nous demandait d'élaborer un cahier des charges qui permettrait de garantir une intervention indépendante des organismes. Et donc, nous avons des exigences complémentaires à la norme sur ce sujet-là. La professionnalisation des organismes et de leurs intervenants. Nous avons également fixé un enjeu en termes de niveau d'activité des organismes. Je ne rentre pas dans le détail, Sandra Grimaldi reprendra l'ensemble de ces éléments juste après. Ce cahier des charges impose l'utilisation des outils et des méthodes que nous avons développés, donc le référentiel d'évaluation et le manuel. Et une fois que nous aurons fini sur le cahier des charges, nous vous ferons également un focus sur ces différents éléments. Et puis, nous prévoyons également des contrôles renforcés de l'activité des organismes. Vous le savez probablement, nous aurons accès dorénavant au rapport d'évaluation, ce qui nous permettra de contrôler la qualité des rapports et également de suivre le niveau de qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Sandra, si tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ces différentes exigences, je te cède la parole. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Donc en effet, les exigences complémentaires fixées par le cahier des charges. Alors tout d'abord, il y a les exigences générales, comme on le disait tout à l'heure, quand on a construit ce cahier des charges à l'identique de la norme. On a d'abord fixé des exigences en termes d'impartialité, d'indépendance et de confidentialité. Au niveau de l'indépendance, la limite d'intervention de l'organisme a été fixée à une activité de conseil et de formation dans l'ESSMS ou l'organisme gestionnaire dans les 24 mois qui précèdent l'évaluation, puis dans les 12 mois qui suivent l'évaluation. Autre limite d'intervention, cette fois-ci pour les intervenants de l'organisme, ces derniers ne peuvent avoir une activité professionnelle au sein d'une structure du même département. Ils
doivent également ne pas avoir eu une activité professionnelle depuis 5 ans dans la structure évaluée ou son organisme gestionnaire. De même, ils ne doivent pas avoir d'intérêt direct ou indirect depuis 5 ans également dans la structure évaluée ou son organisme gestionnaire. Et enfin, ils ne doivent pas être en activité au sein des autorités de tarification et de contrôle ou de la Haute Autorité de Santé. Alors, en termes d'indépendance, Philippe Casson l'a dit tout à l'heure, le type d'indépendance requis est de type A ou C, c'est également fixé par le décret. Et enfin, une obligation de préserver l'anonymat des personnes avec lesquelles vous avez eu un entretien au cours de l'évaluation considérée. Ensuite, pour ce qui concerne les exigences structurelles, comme le disait Véronique tout à l'heure, une exigence d'activité, puisque nous avons fixé un seuil à 4 missions d'évaluation par an sur un cycle d'évaluation qui est un cycle de 5 ans, donc 2023-2027, là pour le premier cycle, donc 4 missions d'évaluation par an. Ensuite, nous avons ciblé un certain nombre de qualifications de la part d'un référent SMS, donc social médico-social, qui va avoir un certain rôle et qui va devoir avoir l'autorité suffisante pour assumer les responsabilités qui correspondent à ce rôle-là. Il va devoir avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le secteur social médico-social. Il va devoir être en capacité d'évaluer l'organisation des soins dans le secteur médico-social en particulier, connaître les différents profils des publics accompagnés, faire preuve évidemment de pédagogie et d'animation d'équipe et maîtriser la réglementation applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et également connaître l'ensemble des outils publiés par la Haute Autorité de Santé. Ce référent social médico-social sera l'interlocuteur privilégié de la Haute Autorité de Santé. Il participera aux journées d'information annuelles que nous allons organiser. Il doit participer également à la sélection, la qualification, la formation, la surveillance des compétences des intervenants de l'organisme dans lequel il est référent. Il va avoir la responsabilité de tenir à jour la liste des intervenants qualifiés par l'organisme. Il va évidemment devoir transmettre ses connaissances aux différents intervenants et s'assurer de l'application des outils et méthodes d'évaluation définis par la HAS. Quant aux exigences en matière de ressources, là, on a défini un certain nombre de compétences attendues de la part des intervenants et des expériences également attendues de ces mêmes intervenants, donc avec des qualités relationnelles, d'adaptation et de travail en équipe, de bienveillance et d'écoute et de bonne communication écrite et orale, puisque ces intervenants seront en contact direct, certes avec les professionnels, mais aussi avec les personnes accompagnées. Un niveau de diplôme a été identifié, requis, ou de validation d'expérience professionnelle. Évidemment, une bonne connaissance de la réglementation, de l'organisation et du fonctionnement des structures sociales et médico-sociales. La bonne connaissance également des profils des publics accompagnés et des process métiers, des types d'accompagnement qui existent dans les structures dans lesquelles ils vont réaliser les évaluations. Il va devoir également avoir les compétences nécessaires pour vérifier les informations recueillies, analyser et rédiger un rapport circonstancié. Et enfin, ça va utiliser les outils et méthodes d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. En termes d'expérience attendue, ces intervenants vont devoir avoir une expérience d'au moins 3 ans dans le secteur social et médico-social, être en activité ou avoir cessé d'être en activité depuis moins de 3 ans, et puis avoir, pour ceux qui vont intervenir dans les structures médico-sociales, les compétences pour l'évaluation de l'organisation des soins dans ces structures. Enfin, pour ce qui concerne la sous-traitance, elle a été exclue dans le cadre de l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, un organisme qui a été choisi, qui a signé un contrat avec un établissement social médico-social pour réaliser son évaluation, ne peut pas sous-traiter cette mission à un autre organisme accrédité.
Ensuite, pour ce qui concerne les exigences relatives au processus d'évaluation, comme on le disait tout à l'heure, il va falloir utiliser les outils et les méthodes d'évaluation publiées par la HAS, constituer des équipes d'au moins 2 intervenants pour une mission d'évaluation pour en assurer la collégialité. Il va falloir également, ce qui était prévu et ce qui est essentiel aussi pour la sécurité des personnes, c'est l'information et du représentant légal de l'établissement ou du service concerné et des autorités compétentes, des faits ou manquements qui mettent en jeu la sécurité des personnes accompagnées, qui auraient été constatés lors d'une visite d'évaluation par les intervenants de l'organisme. Enfin, des exigences en matière d'enregistrement et de réalisation des rapports d'évaluation, puisque la composition de l'équipe d'intervenants pour une mission d'évaluation devra être indiquée et le rapport devra être réalisé sur la base du modèle fourni par la Haute Autorité de Santé, via la plateforme SINAE qui sera mise à votre disposition. Enfin, en ce qui concerne l'inscription et l'obligation d'information, comme le prévoit le décret, il y a d'abord une phase d'inscription des organismes sur la liste des organismes autorisés à procéder aux évaluations, puisqu'il faudra déposer sur la plateforme SINAE des réceptions de la part du COFRAC, d'abord le courrier de recevabilité, ensuite l'attestation d'accréditation, ce qui nous permettra de publier et de mettre à jour régulièrement la liste des organismes autorisés à procéder aux évaluations. Cette liste sera mise à disposition de toutes les structures sociales et médico-sociales sur notre site internet et sur la plateforme SINAE. Ensuite, une obligation d'information de la HAS en cas de changement dans le statut de l'accréditation, par suspension ou retrait d'accréditation, pour que nous puissions mettre à jour et retirer l'organisme en question de la liste publiée sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et donc, à venir, la mise en ligne du portail organisme sur SINAE, puisque courant juin, vous aurez accès à ce portail pour venir déposer vos courriers de recevabilité, et nous allons proposer donc le calendrier des journées d'information des référents SMS des organismes. Et je repasse la parole à Véronique. Merci Sandra. Alors maintenant, nous allons donc vous présenter la démarche d'évaluation, puisque c'est vous qui allez être amenés à la mettre en œuvre de manière concrète dans les établissements et services, en commençant par faire un rappel sur les fondements d'évaluation, et puis ensuite on entrera de nouveau davantage dans le détail du référentiel, des méthodes qui seront utilisées, du rapport d'évaluation, du système de cotation, etc., etc. Alors, en termes de fondement d'évaluation, commencez peut-être par rappeler ce qu'est l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, même si je n'en doute pas, vous le savez très bien. Donc, pour rappel, cette évaluation, elle est prévue par l'article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles. Elle vise l'ensemble des établissements et services qui sont mentionnés à l'article L312-1 du même code. Et l'objectif de cette évaluation, c'est d'apprécier la qualité des prestations délivrées par les structures aux personnes accompagnées. Dorénavant, cette évaluation aura lieu tous les 5 ans par un tiers extérieur indépendant, c'est-à-dire par vous, si vous êtes accrédité et que vous souhaitez vous lancer dans cette activité. Peut-être pour que vous compreniez bien dans quel état d'esprit nous étions et ce qui a pu guider la production du référentiel et des méthodes, vous présenter rapidement les orientations stratégiques qui ont guidé l'ensemble des travaux. Ces orientations stratégiques, elles ont été construites avec l'ensemble des parties prenantes avec lesquelles nous travaillons habituellement, donc les associations de personnes concernées, les associations de professionnels, les fédérations d'établissements et de services. Et ces orientations ont été discutées, validées par le Collège de la Haute Autorité de Santé et par la Commission sociale et médico-sociale, qui est notre instance de validation et qui est constituée de professionnels et d'usagers du secteur. Ces orientations stratégiques, elles ont dans un premier temps identifié les enjeux auxquels allait répondre la démarche d'évaluation, en tout cas pour les 5 ans à venir. On est bien sur des itérations qui prennent sens à un moment donné au regard d'un contexte et d'enjeux identifiés. Et puis, une fois qu'on a passé ce cycle d'évaluation, les enjeux peuvent être différents et du coup, le contenu même du référentiel peut être amené à varier.
En tout cas, pour les 5 ans à venir, les enjeux auxquels nous souhaitions répondre, c'était d'abord, en premier, de permettre à la personne d'être actrice de son parcours. Deuxième enjeu, renforcer la dynamique qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Cette dynamique, elle existe, elle a été installée par la loi de 2002. Donc, il y a déjà une mobilisation des structures sur ce sujet-là, l'idée étant de franchir une étape supplémentaire. Et troisième enjeu, c'est de ne pas arriver avec une démarche qui semblerait technocratique et complètement à distance des enjeux des professionnels, mais avoir une démarche qui soit justement porteuse de sens pour les professionnels et les établissements et les services. En face de ces enjeux, nous avons opté pour 4 valeurs qui ont, pour le coup, guidé le travail, le contenu même du référentiel d'évaluation. Le référentiel d'évaluation, il porte comme valeur d'abord le pouvoir d'agir de la personne, ensuite le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements et enfin, dernière valeur, la réflexion éthique des professionnels. Dans la ligne droite, je dirais, à la fois des enjeux que je viens de vous présenter et des valeurs qui ont été validées, nous avons fait le choix d'avoir un référentiel qui soit centré sur la personne. Et c'est d'ailleurs parce que ce référentiel est centré sur la personne qu'on peut aujourd'hui avoir un référentiel qui soit commun à l'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux, puisque la porte d'entrée, vraiment, c'est le projet d'accompagnement de la personne. Et pour construire un projet d'accompagnement, il y a un certain nombre de dimensions à explorer et à outiller avec les personnes, et vous les retrouvez là dans ce schéma. C'est comment est-ce qu'on recueille sa parole et qu'on accompagne les personnes dans une autonomie. Comment est-ce que ces accompagnements vont être personnalisés? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans des parcours? Quelle place on donne aux aidants et aux proches? Tout ce qui va concerner les soins et plus généralement l'accompagnement à la santé, les droits, la protection de la personne, sa bientraitance, sa participation à la vie sociale et culturelle et comment est-ce que les établissements et les services les accompagnent avec une ouverture sur la cité, le sujet de la scolarisation ou de l'apprentissage ou de l'insertion sociale et professionnelle. En miroir de ces différentes stratégies, on a tout ce qui va relever de la prévention et de la gestion des risques, gestion des risques de fugue, gestion des risques de violence, des risques de maltraitance, des risques de chute, etc., etc. Et puis, je dirais, au fondement de la capacité des établissements et des services à construire et construire des projets d'accompagnement qui correspondent vraiment aux attentes et besoins des personnes, eh bien une stratégie de l'établissement et du service en direction des personnes accompagnées, de ces professionnels, de ces partenaires. Dernière caractéristique de ces orientations stratégiques, c'est le choix qui a été fait d'avoir une démarche d'évaluation qui se décline à 3 niveaux. Et vous avez vu, et on va vous montrer comment, et dans le référentiel et dans les méthodes, ces 3 niveaux d'évaluation s'incarnent. On va aller évaluer la qualité du service rendu à la personne accompagnée au plus près de cette personne et notamment en l'interrogeant. On va aller s'intéresser à la manière dont les professionnels sont mobilisés autour de ces enjeux de qualité. Et enfin, dernier niveau d'évaluation, c'est comment l'établissement ou le service, au niveau de sa gouvernance, s'engage dans cette démarche qualité. Voilà, je vais laisser Sandra rentrer dans le détail de tous ces éléments-là, à la fois le référentiel, le manuel, les méthodes et le système de cotation. À toi, Sandra. Merci Véronique. Alors en effet, sur la base de l'ensemble de ces orientations stratégiques, nous avons construit d'abord un référentiel d'évaluation qui est structuré en 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Donc les 3 chapitres qu'on retrouve sont le chapitre 1, la personne, le chapitre 2, les professionnels et le chapitre 3, le SSMS. On retrouve bien les 3 niveaux attendus dans le cadre des orientations stratégiques. Dans chacun de ces chapitres, on va retrouver 9 thématiques qui vont permettre de passer en revue tout ce qui fait un accompagnement de qualité et qui correspond aux attentes et aux exigences du référentiel. Alors,
Sur les 157 critères, 129 sont dits génériques et vont s'appliquer à toutes les structures, tous les ESSMS, tous les publics. 28 d'entre eux, par contre, vont être spécifiques et vont s'appliquer de manière différenciée en fonction du secteur. Certains critères vont s'appliquer uniquement au secteur médico-social, par exemple, notamment pour ce qui concerne l'évaluation du circuit du médicament. D'autres critères de différenciation, le type de structure dans lequel on se situe. Est-ce qu'on est dans un établissement qui fait de l'hébergement ou un service qui intervient à un domicile? Donc, dans un établissement qui fait de l'hébergement, on va aller évaluer notamment un critère qui évalue la manière dont la personne peut personnaliser sa chambre. Ou alors, en fonction du public considéré, on va aller évaluer de manière différenciée, par exemple, le critère sur le consentement éclairé qui va s'appliquer aux adultes, alors qu'on va être dans la recherche de l'adhésion pour un public enfant accompagné. Donc voilà ce qui va aussi différencier les critères qui vont s'appliquer lors de l'évaluation et qui vont être en rapport avec le type de structure évaluée. Autre différenciation au sein de ces 157 critères, 139 d'entre eux sont dits standards et correspondent au niveau attendu. 18 sont des critères dits impératifs et vont devoir être totalement satisfaits. Les domaines couverts par ces 18 critères sont essentiellement les domaines du respect des droits des personnes. Donc, on va retrouver l'ensemble des critères qui vont aller rechercher le respect des droits et libertés des personnes, la liberté d'aller et venir, etc. Enfin, tout ce qui concerne le respect des droits de la personne et également la gestion des risques de maltraitance et de violence, la question des plaintes et réclamations, la gestion des événements indésirables, la gestion de crise, la sécurisation du circuit du médicament pour ceux qui sont concernés. Donc, on y reviendra un peu plus tard sur ces 18 critères impératifs qui vont impliquer un travail supplémentaire lors de l'évaluation et une prise en compte particulière par la structure. Une fois le référentiel présenté, ce référentiel est accompagné d'un manuel d'évaluation qui va aller un peu plus loin que les seuls critères présentés dans le référentiel et qui va présenter pour chaque critère une fiche qui va toujours se présenter de la même manière pour en faciliter la lecture et qui va reprendre la thématique et l'objectif dans lequel se situe le critère, qui va indiquer la cible concernée. Donc, est-ce que c'est un critère standard ou impératif? Est-ce que c'est un critère qui s'applique à tous ou seulement à certains secteurs? Qui va également reprendre dans un encadré l'ensemble des éléments d'évaluation, que ce soit les éléments d'évaluation à prendre en compte lors des entretiens ou en consultation documentaire ou en matière d'observation. Enfin, dans la partie droite de cette fiche, vous allez trouver les références associées aux critères qui ne sont certes pas exhaustives, mais qui vont permettre notamment aux professionnels des structures d'aller un peu plus loin sur un critère déterminé et de pouvoir voir quelles sont les recommandations de bonne pratique soit généralistes, soit spécifiques qui vont s'appliquer à cette question, les références légales et réglementaires et les autres références qui vont pouvoir exister comme les chartes nationales ou internationales, les plans nationaux, enfin tout autre élément qui va pouvoir éclairer les professionnels sur les attendus du critère considéré. Donc ces fiches-là permettent à chacun de savoir ce qui est attendu pour chacun des critères. À côté de ces fiches critères, on a également 10 fiches pratiques qui permettent de bien comprendre comment va se dérouler l'évaluation, comment mettre en œuvre cette évaluation, donc avec des précisions sur l'organisation de la visite, sur le champ d'application des critères, comme je l'expliquais tout à l'heure, la description des différentes méthodes d'évaluation, les éléments relatifs à l'entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale, le système de cotation, les spécificités liées aux critères impératifs, la question du rapport d'évaluation et la place des recommandations et bonnes pratiques professionnelles. Alors, on va reprendre quelques éléments et notamment revenir sur les méthodes d'évaluation. À savoir que ce qui a été défini, c'est un chapitre égale une méthode d'évaluation. Donc, pour le chapitre 1, c'est la méthode de l'accompagné traceur qui a été retenue. Pour le chapitre 2, c'est la méthode du traceur ciblé qui est à mettre en œuvre. Et enfin, pour le chapitre 3, c'est la méthode de l'audit système qui est appliquée.
Alors, revenons sur chacune de ces méthodes. Pour l'accompagné de traceur, c'est accompagné de traceur et chacune des méthodes va toujours se dérouler en 3 temps, avec dans un premier temps l'identification de la personne accompagnée avec laquelle l'entretien va se dérouler. Donc, cette identification le choix de la personne rencontrée va être fait par l'intervenant de l'organisme en lien avec les propositions faites par le SSMS, étant entendu qu'il y a un minimum de 3 accompagnés de traceurs à réaliser par visite d'évaluation. Une fois le choix réalisé et le consentement de la personne obtenu, l'intervenant de l'organisme va pouvoir s'entretenir avec la personne accompagnée pour pouvoir évaluer les critères qui commencent du chapitre 1 qui commence par la personne. Et ensuite, ce même intervenant va pouvoir s'entretenir avec le ou les professionnels qui accompagnent cette personne dans le quotidien pour évaluer les critères qui commencent cette fois-ci par les professionnels dans le chapitre 1 et ce qui permettra de croiser les regards sur cet accompagnement précisément lors de l'évaluation des critères du chapitre 1. Donc voilà pour ce qui est de l'accompagné traceur qui va pouvoir permettre d'évaluer les critères du chapitre 1. Pour le chapitre 2, le traceur ciblé, cette fois-ci, va partir de l'identification de la cible qui est l'une des thématiques du référentiel, étant entendu que l'ensemble des thématiques du chapitre 2 vont devoir être évaluées. Donc, autour d'une thématique considérée, l'intervenant va rencontrer les professionnels impliqués dans cette thématique et observer les pratiques, consulter la documentation et s'entretenir avec ces professionnels pour répondre aux exigences posées par le référentiel. Ensuite, ce même intervenant va pouvoir s'entretenir avec la gouvernance pour apporter un certain nombre de précisions et bien pouvoir évaluer l'organisation et les moyens déployés pour permettre aux professionnels de mettre en œuvre les éléments prévus par le référentiel. Enfin, pour le chapitre 3, l'audit système, encore une fois, on va partir des différentes thématiques du chapitre 3, rencontrer cette fois-ci dans un premier temps la gouvernance pour pouvoir bien comprendre la stratégie, l'organisation, les actions mises en place par la gouvernance pour maîtriser et atteindre les objectifs de la thématique considérée, puis rencontrer les professionnels pour voir si tout ce qui a été prévu, organisé, posé en matière de stratégie par la structure est bien appliqué, décliné sur le terrain. Alors voilà pour ce qui est des 3 méthodes d'évaluation, chacune associée à un chapitre. Je vais faire un petit focus sur l'entretien avec les membres du Conseil de la vie sociale, puisque pour les structures soumises à l'obligation de création d'un Conseil de la vie sociale, un entretien est systématiquement prévu avec les représentants des familles et des personnes accueillies au sein du Conseil de la vie sociale. Cet entretien va porter sur 10 critères à investiguer. Ces critères sont extraits des chapitres 1 et 3 du référentiel et donc la mention est précisée sur les fiches critères et donc vous avez dans le guide d'entretien une fiche dédiée qui permet de bien avoir la déclinaison des questions associées à ces critères qui vont être investigués auprès des membres du Conseil de la vie sociale. L'enjeu est bien d'apprécier l'implication du Conseil de la vie sociale dans la vie de l'établissement. Alors, tous ces entretiens, toutes ces consultations documentaires, toutes ces observations que réaliseront les intervenants de l'organisme pendant la visite d'évaluation vont permettre de coter les critères du référentiel. Pour cela, 5 niveaux de cotation ont été retenus, 1 étant le niveau de cotation le plus faible et étoile le niveau le plus élevé qui consiste à mettre en valeur une pratique qui va au-delà des exigences attendues. Donc, ce système de cotation à 5 niveaux, vous allez, grâce à l'application à la plateforme Sinae, pouvoir coter les différents éléments d'évaluation. Donc, chaque élément d'évaluation de chaque critère sera coté par l'intervenant de l'organisme. Et ensuite, c'est la plateforme Sinae qui va calculer par un système de moyennes successives
la cotation du critère correspondant, de l'objectif, de la thématique et du chapitre. Et je vais passer la parole à Véronique pour la suite de la procédure d'évaluation. Bien, alors peut-être démarrer sur la question de l'auto-évaluation à réaliser par les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et puis ensuite, Sandra reviendra sur la question du rapport et de l'organisation de la visite en tant que telle. Alors, il n'y a plus de distinction, la loi en tout cas ne distingue plus une démarche d'évaluation interne d'une démarche d'évaluation externe. On est bien sur une évaluation qui, à un moment donné, vient se cristalliser par ce que vous allez être amené à faire, c'est-à-dire une visite par un évaluateur externe qui vient faire une photographie du niveau de qualité atteint par l'établissement ou le service. Pour autant, vous l'avez bien compris, on n'est pas dans une démarche d'inspection-contrôle, on est dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, ce qui veut dire que si l'établissement ne s'est pas préparé, ne s'est pas investi, ne s'est pas lui-même auto-évalué, il va être en difficulté pour pouvoir répondre aux exigences qui sont posées. Donc, on reste sur une démarche aujourd'hui volontaire. Il n'y a pas eu plus de transmission d'un rapport d'évaluation interne aux autorités de tarification et de contrôle. Pour autant, aujourd'hui, nous encourageons, et nous le répétons constamment, nous encourageons les établissements et les services à réaliser cette auto-évaluation. L'idée, les objectifs poursuivis, c'est d'impulser une démarche collective et participative qui va d'emblée mobiliser l'ensemble des professionnels de la structure, mais également les personnes accompagnées, s'engager dans une dynamique d'amélioration continue de la qualité. On s'auto-évalue, on voit où on en est, ça nous permet de prioriser des actions à mener pour pouvoir s'améliorer. On met en place, on se réévalue, mais vous connaissez très très bien la question de la roue de Deming. Et puis, l'autre raison pour laquelle nous insistons auprès des établissements et services pour qu'ils réalisent ces auto-évaluations, c'est que c'est le meilleur moyen de s'approprier les exigences attendues et d'être de fait en capacité de dialoguer, d'échanger avec vous lorsque vous viendrez les évaluer. Par ailleurs, l'auto-évaluation qu'ils auront réalisée, ils vont pouvoir la valoriser et notamment par rapport à un objectif qui concerne la démarche, la définition et le déploiement d'une démarche d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques, avec 2 critères. Cet objectif comprend 2 critères. Et donc, typiquement, quand vous allez venir les interroger sur ces différents critères, s'ils ont réalisé leur auto-évaluation, défini des plans d'action, mis en œuvre des actions d'amélioration continue au regard de cette auto-évaluation, ils vont satisfaire à cet objectif, l'objectif 3.10. Il est évident que d'autres actions spécifiques qui sont engagées par ces structures sont tout à fait à même de pouvoir aussi satisfaire à ces objectifs. Je pense à des démarches qui sont entreprises par des structures en termes de certification, en termes de labellisation. Et c'est bien l'ensemble de ces actions, auto-évaluation, certification, labellisation ou autres démarches, qui sont complémentaires, qui visent à élever le niveau de qualité et qui permettent de répondre à cet objectif. Sandra, sur le rythme et le calendrier de l'évaluation, je crois que c'est un point assez crucial aujourd'hui. Tout à fait. Merci Véronique. En effet, c'est l'élément majeur qui a changé également dans cette réforme, à savoir que le décret du 26 avril 2022 fixe un rythme d'une évaluation tous les 5 ans et non plus à 7 ans comme auparavant. De même, ce décret donne la compétence aux autorités de tarification et de contrôle pour arrêter la programmation pluriannuelle de ces évaluations pour la période de juillet 2023 à décembre 2027. Et donc, cet arrêté de programmation est attendu au plus tard le 1er octobre 2022. Donc, à partir du 1er octobre 2022, l'ensemble des structures sauront à quel moment elles devront réaliser leur évaluation entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027. L'enjeu étant un lissage de l'activité pour permettre une meilleure prise en compte de ces évaluations.
petite situation particulière prévue par ce même décret. Les structures autorisées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 devront rendre, et ce seront les premières à devoir réaliser leurs évaluations, devront rendre leurs évaluations au premier semestre 2023. Donc, vous voyez que vous allez certainement être sollicité en fin d'année 2022 pour permettre aux structures autorisées en 2008-2009 de rendre leurs évaluations au plus tard le 30 juin 2023, puis pour toutes les autres structures, lorsqu'elles auront connaissance de leurs arrêtés et donc de la période à laquelle elles devront rendre leur évaluation. Donc certainement, les premières demandes qui arriveront en fin d'année 2022 pour permettre aux premiers de rendre leurs évaluations dans les temps, à savoir avant le 30 juin 2023. Voilà, c'est pour ce qui est du nouveau rythme et du nouveau calendrier de l'évaluation. Pour la visite d'évaluation, donc une fois que chaque structure a connaissance de la date à laquelle elle doit réaliser et rendre son évaluation, surtout, ils pourront faire appel à des organismes autorisés à réaliser ces évaluations et vous pourrez convenir ensemble du planning détaillé du déroulé de cette visite d'évaluation pour intégrer l'ensemble des séquences à prévoir pour réaliser l'évaluation de l'ensemble des critères du référentiel qui s'appliqueront à cette structure. Et donc, on va retrouver lors de la visite d'évaluation les 6 grandes étapes qu'on connaît classiquement, à savoir la réunion d'ouverture, la visite de la structure pour savoir vraiment dans quel environnement on se situe, l'évaluation proprement dite, donc la réalisation des différentes séquences d'entretien, de visite, de consultation documentaire, d'observation, les synthèses entre intervenants, le débriefing avec la gouvernance et enfin le bilan de fin de visite pour faire état des conclusions de cette visite à l'issue des quelques jours peut-être que vous aurez passé dans la structure. Alors, je reviens là sur les critères impératifs qu'on a vus tout à l'heure, donc 18 critères impératifs qui doivent être totalement satisfaits par les structures évaluées. Alors, si sur un ou plusieurs de ces critères, vous êtes amené à retenir une cotation qui est inférieure à 4, vous allez devoir compléter un formulaire spécifique qui va reprendre un certain nombre d'éléments, qui va peut-être reprendre des éléments issus d'investigations complémentaires. Vous devrez en informer évidemment la gouvernance de la structure et intégrer ce formulaire ou ces formulaires au rapport d'évaluation. Ces éléments-là seront évidemment transmis à la structure évaluée en même temps que le rapport. Et donc, après cette visite d'évaluation, la structure va devoir créer un plan d'action spécifique, prioritaire, pour améliorer la situation sur ceux ou ces critères qui n'ont pas été totalement satisfaits et transmettre à l'autorité compétente, en même temps que le rapport, ce plan d'action, l'autorité pouvant réaliser des investigations complémentaires si elle le souhaite. Étant entendu que pour ces 18 critères impératifs-là, il n'est pas possible de retenir la cotation non concernée que vous pourriez éventuellement retenir pour d'autres critères. Donc, voilà ce qui est attendu sur les critères impératifs. Et enfin, donc, le rapport de visite qui va être extrait de la plateforme Sinae à partir de l'ensemble des cotations et des éléments que vous aurez intégrés dans cette plateforme, donc, qui va reprendre en gros 6 grandes parties, donc la présentation de la structure évaluée, la cotation des différents critères objectifs du référentiel, un focus, comme je disais tout à l'heure, sur les critères impératifs et une synthèse par chapitre des différentes thématiques du référentiel d'évaluation, le niveau global atteint par le SSMS et les observations éventuelles émises par la structure après l'évaluation. Et là, je redonne la parole à M. Cassan ou Mme Toussaint. Oui, bonjour à tous. Donc, Carole Toussaint du COFRAC. Donc, je suis la directrice de la section inspection au COFRAC et non pas la directrice du COFRAC. Petit correctif. Donc, je vais vous parler du processus d'accréditation. Comment formaliser une demande jusqu'à obtenir un diplôme d'accréditation. Donc, en fait, il y a 4 phases, c'est assez simple, qui sont définies dans le règlement d'accréditation, qui est le document INSREF 05, qui figure sur notre site internet www.cofrac.fr.
Donc, il y a 4 phases. On analyse la demande, on procède à une évaluation de l'organisme candidat à l'accréditation, on prend une décision que l'on notifie au candidat. Alors, comment comment poser sa candidature, comment demander une accréditation? Eh bien, vous avez également les formulaires sur le site internet du COFRAC. Il y a 2 formulaires à renseigner, le INSFORM 01 et le INSFORM 86, ainsi que des justificatifs à fournir, notamment en termes de structure juridique, statut, nombre de personnels concernés par la demande d'accréditation. On vérifie donc un certain nombre de choses de ce point de vue-là. C'est ce qu'on appelle la recevabilité administrative. C'est la première phase. Donc, dans le cadre de l'analyse, on formalise un contrat avec le demandeur de l'accréditation. Donc, on appelle ça la convention d'accréditation, à laquelle se joignent 2 annexes, dont une qui précise la portée de la demande d'accréditation. Donc là, on est bien sur le domaine de l'évaluation externe des établissements et services médico-sociaux. Donc le domaine d'accréditation est ouvert depuis exactement le 16 mai dernier. Donc vous pouvez déjà formuler les demandes. Quelques demandes ont déjà été réceptionnées au COFRAC. Ensuite, on passe à la recevabilité dite opérationnelle. Et là, c'est un point important puisque le décret parle de cette recevabilité opérationnelle qui permettra aux candidats à l'accréditation de commencer à faire des évaluations avec un délai max de 18 mois. Donc, cette recevabilité opérationnelle va s'appuyer sur quoi? Elle va s'appuyer sur la complétude du document INSFORM 86, qui est une sorte d'auto-évaluation par rapport à la norme 17020 que Philippe Cassan vous a présenté juste avant. Donc, on va vérifier qu'effectivement, l'organisme a pris en charge toutes les exigences de cette norme et évidemment répond aux différentes exigences de cette norme, complétée évidemment des dispositions du cahier des charges qui a été présenté juste avant. À l'issue de cette recevabilité opérationnelle, on délivre un courrier qui est un premier courrier de notification pour décider donc de la recevabilité opérationnelle favorable ou non. Bien sûr, ça peut aussi ne pas l'être. À ce moment-là, il y a des allers-retours, un certain nombre de documents, de précisions sont demandés aux candidats jusqu'à ce que l'on puisse délivrer une recevabilité opérationnelle favorable. Mais le délai démarre des 18 mois au moment où le courrier de recevabilité favorable a été diffusé aux candidats. Merci Philippe. Oui. La deuxième phase est, d'un point de vue très pratique, l'évaluation. Donc là, on va définir un programme d'évaluation pour l'organisme candidat à l'accréditation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir une équipe d'auditeurs au niveau du COFRAC, donc un auditeur qualiticien qui va être le responsable de l'évaluation, et puis un évaluateur technique ou un auditeur technique qui va être en charge d'évaluer la compétence de l'organisme candidat. Donc là, très clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un auditeur qui va être en capacité de challenger l'organisme candidat à l'accréditation, vérifier qu'il a formé des intervenants, que ceux-ci connaissent le référentiel d'évaluation des établissements et services médico-sociaux, ils connaissent les outils à utiliser et qui viennent d'être présentés par la Haute Autorité de Santé. Dans ce cadre, alors juste avant de mettre en place cette évaluation dans les locaux, sur le terrain, comme on dit, dans l'organisme d'inspection, on va avoir besoin de 2 prérequis au niveau du COFRAC pour diligenter cette évaluation sur site. Que l'organisme candidat ait réalisé au moins une évaluation d'un établissement, donc suivant bien sûr le nouveau référentiel d'évaluation tel que présenté juste avant, et puis également mis en place les dispositions de son système de management. C'est-à-dire on va vérifier qu'il a qualifié les intervenants, il est en capacité de surveiller leurs compétences, il a réalisé un audit interne et une revue de direction. Donc un certain nombre d'exigences qui sont définies dans la norme 17020. À l'issue de cette évaluation, l'équipe d'auditeurs va nous rendre un rapport d'évaluation qui va préciser un certain nombre d'informations relatives aux candidats à l'accréditation et notamment un point sur sa complétude aux exigences de la norme 17020. Mais on va également réaliser l'observation d'une prestation sur le terrain. Donc, il va falloir que l'équipe d'évaluation aille vérifier que les intervenants du candidat à l'accréditation sont capables d'évaluer un établissement ESSMS. Point suivant. Donc, on va ensuite, à l'issue de cette évaluation, sur la base du rapport délivré par notre équipe d'auditeurs, on va prendre une décision. Voilà, donc ça va passer dans les instances du COFRAC qui vont formuler un avis
quant à l'accréditation du candidat. Avis qui peut avoir différentes couleurs, hein. Ça peut être une accréditation voilà, sans condition, à partir du rapport d'évaluation, ou alors il y a un certain nombre de non-conformités qui ont été relevées, un certain nombre de plans d'action qui sont en cours de réalisation par le candidat à l'accréditation, et dans ces cas-là, on peut demander soit des documents complémentaires, soit retourner dans les locaux de l'organisme pour refaire une évaluation dite complémentaire. On va faire un complément d'évaluation à l'évaluation initiale que l'on a mis en place. Et puis, on peut également refuser tout net l'accréditation. Alors ça, c'est des cas qui sont extrêmement rares, mais ça peut arriver. Donc voilà les avis formulés par les instances du COFRAC. Alors, tous ces éléments, ces dispositions sont toujours définis dans le règlement d'accréditation dont je vous ai parlé juste avant, le 1 05, et notamment son annexe 3. Et puis la dernière phase, c'est de décider, de notifier. Donc toutes les décisions sont prises par le directeur général du COFRAC et par délégation, ses directeurs de section ou responsables de pôle dans les sections. Donc on notifie à l'organisme la décision. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une accréditation sans condition. Donc dans ces cas-là, on remet une attestation d'accréditation avec la portée de l'accréditation et une durée donnée. Bien sûr, une accréditation n'est jamais donnée ad vitam aeternam. Elle est définie pour un temps donné, ce qu'on appelle le cycle d'accréditation. Je vais vous en parler juste après. Et puis, il y a également le respect des droits d'usage de la marque d'accréditation, qui est une marque déposée. Donc, on ne peut pas utiliser la marque d'accréditation COFRAC Inspection sans connaître les exigences en la matière. Et ensuite, le cycle d'accréditation, donc comme je le disais juste avant, l'accréditation n'est jamais donnée pour une durée indéterminée. La première accréditation pour un nouvel entrant dans l'accréditation est donnée pour 4 ans, avec une surveillance sur site, dans les locaux de l'organisme tous les 12 mois. Et puis, peu avant ces 4 ans, on va mettre en place une évaluation de renouvellement. Et si le renouvellement de l'accréditation est prononcé, l'organisme passe alors dans le 2e cycle d'accréditation qui, là, octroie une accréditation pour 5 ans avec une surveillance tous les 15 mois, toujours de la même façon avec une équipe d'auditeurs qui se rend dans les locaux de l'organisme pour surveiller le maintien des exigences vis-à-vis de l'accréditation. Merci. Merci beaucoup. Je crois que nous avons à peu près terminé avec les présentations. Nous allons passer maintenant aux parties questions-réponses, qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y en a à peu près 175. En les regardant au fil de la présentation, il m'a semblé qu'un certain nombre de thèmes se dégageaient. Un premier terme autour de la légalité de la procédure. Il y a un deuxième thème autour des coûts, des aides, du prix que tout cela peut représenter. Il y a toute une série de questions autour des dates, Véronique et Sandra, et je crains que vous deviez encore revenir sur entre 2007 et 2008, à quelle date, qui fixe les calendriers, je crois qu'il faudra encore le redire. Il y a toute une série de questions de procédure. Est-ce qu'il y a du contradictoire ou pas de contradictoire? Et puis, il y a des questions autour de l'auto-évaluation. Est-ce qu'on peut se servir de SINAE pour faire une auto-évaluation à blanc? Tout ça, bon, il y a à la fois des questions côté accréditation, côté COFRAC, et il y a des questions qui sont plus côté HAS, mais c'était l'objet de ce webinaire. Je vous propose tout de suite de répondre à la question sur la légalité du cahier des charges de l'accréditation. Il y a eu des débats autour de ce sujet-là. Je voulais juste rappeler simplement qu'un décret a été publié, on les a évoqués, ce sont les 2 décrets du 26 et 28 avril, que, à ma connaissance, ils n'ont pas été annulés par un juge et non plus retirés par le ministre qui les a édictés. Donc, ce décret existe bien, il est bien entré en vigueur à la date prévue et les documents qui en découlent, comme le cahier des charges de l'accréditation des organismes et tous les éléments relatifs aux procédures, sont pour l'instant totalement valides. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Une fois de plus, je redis, si le ministre retirait ce décret ou si un juge venait à l'annuler, les choses seraient alors différentes, mais ce n'est pas ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, tous ces textes sont bien en vigueur. Je voudrais peut-être qu'on fasse un paquet de réponses autour des coûts.
Si vous voulez bien, tous les quatre, Philippe, Carole, Véronique, Sandra, qui est-ce qui est le plus à même parmi vous de répondre à cette question? Sur qui repose le coût? Est-ce qu'il y aura un coût préalablement fixé? Est-ce qu'il y a des fourchettes? Est-ce qu'il y a des tarifs? Et puis, comment ce coût peut-il être absorbé par les établissements ou subventionné ou soutenu par le régulateur public, que ce s'agisse de l'État ou des départements? Si vous pouviez nous aider à éclaircir ces questions-là qui sont revenues à plusieurs reprises. Alors, je vais peut-être démarrer, mais pour assez lâchement passer la parole très rapidement au COFRAC, mais juste dire que les questions financières, en fait, ne relèvent pas de la Haute Autorité de Santé. Nous les avons régulièrement relayées auprès de la DGCS, relayées puisque c'est des questions qui ont pu être portées également par les fédérations d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux demandant qui finançait l'évaluation. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans le même, dans le même contexte, dans le même cadre que précédemment, c'est-à-dire que l'évaluation, elle est financée par les établissements et les services dans le cadre du contrat avec les organismes qui seront en charge de cette évaluation. On sait que certains établissements et services ont pu être aidés par des autorités de tarification et de contrôle, et je pense notamment à des ARS. Voilà. Mais dire que ces questions-là, elles sont posées, elles ont été mises sur la table, que la question d'un surcoût potentiel, alors il faudrait encore qu'il soit avéré, mais a été également évoqué largement avec le pouvoir public, mais difficile de vous en dire un peu plus. Par contre, sur ce que coûte exactement une accréditation, je pense que le COFRAC est plus à même de répondre à cette question. Oui, bien sûr, le COFRAC peut répondre à cette question. Donc, les coûts de l'accréditation sont publics. Ils sont définis dans les documents du COFRAC sur notre site internet. Donc, c'est le document INSREF 6 et 7. Ces coûts sont validés par le conseil d'administration du COFRAC chaque année pour l'année N-1 pour l'année N. Et en fait, il représente directement les coûts du service rendu par le COFRAC sur l'évaluation des demandes, l'instruction des demandes, l'évaluation des candidats à l'accréditation, et puis sur une facture de redevance annuelle pour le maintien de l'accréditation. Donc, ce qu'on peut donner comme exemple, c'est aussi que ce qu'on peut dire également, c'est que les coûts dépendent de la taille des organismes. Plus l'organisme est grand et plus le coût va être élevé. Pour un organisme, on va dire de moyenne taille, avec environ 5 inspecteurs ou alors 5 intervenants ou évaluateurs externes, sur le cycle d'accréditation dont on a parlé tout à l'heure, c'est environ 17 000 € hors taxe pour un cycle d'accréditation. En fait, voilà ce qu'on peut dire. Et puis, ces coûts vont augmenter en fonction de la taille de l'organisme. Plus il est grand et plus les coûts vont être plus importants. Ok, nous n'avons pas la DGCS autour de la table, donc c'est un petit peu difficile de répondre à la question sur les supports financiers qui pourraient éventuellement être dévolus à la prise en charge de cette évaluation. Je pense que ça, c'est vraiment une question de puissance publique, s'il y a une politique d'aide ou de soutien financier à l'évaluation. J'espère qu'on n'a raté aucune des questions sur ce sujet des coûts, ou que, en tout cas, que les réponses vous ont convenu. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à revenir dans l'onglet questions qui se trouve à gauche du chat pour repréciser une question plus technique ou à laquelle on aurait trop faiblement répondu. Est-ce qu'on peut maintenant passer aux questions de date, parce qu'il y en avait plusieurs, des questions relatives à la période à laquelle on est contraint de faire cette évaluation externe et les différents régimes, parce qu'il y a un régime très particulier fixé par un test pour les évaluations accomplies, je crois, de bonne mémoire, entre 2007 et 2008, et puis il y a le reste. Véronique ou Sandra? Oh, Sandra, elle fait ça tellement bien. Je vais y aller. En effet, le décret est très précis. Les structures autorisées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 doivent rendre leurs évaluations au premier semestre 2023. Donc, au plus tard, le 30 juin 2023. Donc ça, ce sont les premiers qui vont vous solliciter pour réaliser les évaluations dans leur structure, donc ceux autorisés en 2008-2009.
pour les autres, tous les autres, y compris, parce que j'ai vu aussi passer la question de ceux de 2006, 2007, tous les autres seront intégrés à l'arrêté de programmation des autorités compétentes. Et dans cet arrêté sera fixé le calendrier pour la période d'évaluation entre juillet 2023 et décembre 2027. Donc, il n'y a pas d'autre calendrier qui va s'appliquer. C'est ni le calendrier de la HS, ni le calendrier de la structure, puisque j'ai aussi vu que certains demandaient si l'évaluation pouvait être faite avant ce qui est prévu dans ce calendrier. Non, les structures, ce que prévoit le décret, c'est que les structures autorisées en 2008-2009 vont réaliser leurs évaluations pour pouvoir les rendre au plus tard le 30 juin 2023. Et toutes les autres structures, quelle que soit leur date d'autorisation, vont figurer dans ces arrêtés publiés au plus tard au mois d'octobre par les autorités de tarification et de contrôle pour la période de juillet 2023 à décembre 2027. Et à partir de juillet 2023, ce n'est plus donc la date d'autorisation de la structure qui compte dans la date à laquelle ils vont réaliser leur évaluation, mais bien ce qui est prévu dans cet arrêté de programmation pluriannuelle fixé par les autorités de tarification et de contrôle. Peut-être juste un complément pour dire que l'un des enjeux avec le calendrier, et c'est une des consignes qui est passée aux autorités de tarification et de contrôle, c'est d'avoir un lissage de l'activité. En fait, on souhaitait sortir de la situation qui existait préalablement avec des années où pratiquement toutes les structures avaient besoin de transmettre un rapport d'évaluation et puis des années où il y avait assez peu d'activité. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'il y a autour de cet enjeu de calendrier. Voilà, et c'est effectivement les autorités qui vont le définir. Ok. Autour des dates, il y a aussi des questions pour le COFRAC sur le thème, mais bon, quand on demande une accréditation au COFRAC, est-ce qu'elle ne va pas arriver 18 mois après? Et comme Sandra vient de dire qu'il y avait des évaluations qui devaient être impérativement faites pour décembre 2023, est-ce qu'elles ne vont pas arriver, entre guillemets, après la bataille? Philippe? Je vais laisser répondre Carole. Très bien, Carole. Oui, nous avons effectivement des délais moyens de traitement de nos demandes. Donc, la recevabilité opérationnelle, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord la recevabilité administrative, ensuite opérationnelle. On peut la délivrer sous 2 à 3 mois. Voilà, c'est les données que nous avons. Et puis ensuite, pour avoir l'accréditation, donc avec l'évaluation donc dans les locaux de l'organisme, on est plutôt sur un délai de 8 à 12 mois. Voilà, ça va dépendre, alors vous l'avez bien compris, ça va dépendre du candidat à l'accréditation. Si évidemment il est prêt à être accrédité, c'est-à-dire qu'il a répondu à l'ensemble des exigences et que l'on a évalué que c'était le cas, eh bien voilà, l'accréditation, il l'aura plus rapidement que s'il a besoin de compléter voilà, par un certain nombre de documents ou par un complément d'évaluation sur site. Alors, juste pour compléter par rapport à un certain nombre de questions aussi, c'est la recevabilité opérationnelle et après ça, donc la déclaration, l'inscription sur SINAE qui va permettre aux organismes de rentrer dans la démarche et de commencer à réaliser les évaluations des établissements sans encore être formellement accrédités, puisque, comme on l'a expliqué, pour évaluer les organismes, il faut qu'ils aient réalisé à minima une évaluation de SSM. Donc, c'est cette recevabilité opérationnelle qui est le point d'entrée pour permettre aux organismes de réaliser. Et ensuite, l'évaluation par le COFRAC intervient dans un second temps. Mais ainsi, le système fonctionne et n'est pas bloqué. Ce qui veut dire clairement, Philippe et Carole, que si un organisme souhaitant être accrédité vient vous voir le mois prochain, au mois de juin, une fois passée la phase administrative et la phase opérationnelle, disons dans 3 mois, il est en situation de pouvoir commencer une première évaluation. Oui, tout à fait. Exactement. Tout à et fait, donc, exactement. il n'y a pas à attendre, au fond, l'accréditation au sens juridique du terme. Il faut s'inscrire dès maintenant pour réclamer ces 2 phases administratives et opérationnelles et pouvoir être en situation d'évaluer, pardon. C'est la disposition prévue par le décret. Très bien, parfait. Il y a aussi des questions sur le marché
des organismes évaluateurs, mais c'est des questions qui sont un peu difficiles pour nous de répondre. Alors, je vois une question sur est-ce qu'on n'a pas créé un mécanisme type usine à gaz pour éliminer les petits. C'est une question à laquelle il est évidemment bien difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que ça n'était ni dans l'esprit du COFRAC, ni dans l'esprit de la HAS, ni, je crois, dans l'esprit des décrets qui ont été publiés. L'idée, c'est de toute façon de garantir aussi un certain niveau de qualité des évaluations qui sont conduites. Je pense que tout le monde a bien compris que sur les EHPAD, notamment, dans les mois qui viennent de se passer, des choses sont apparues choquantes aux yeux de nos concitoyens et que l'essentiel maintenant, dans cette bataille, c'est aussi de tirer les évaluateurs, de les homogénéiser sur des standards de qualité de manière à ce qu'il n'y ait plus de doute. Probablement, il y aura des regroupements qui vont s'opérer parce que c'est la qualité qui va probablement forcer à ces regroupements et c'est sans doute pas les mécanismes administratifs ou d'accréditation qui sont mis en place. Je vois encore d'autres questions sur les procédures. La question du lien entre les recommandations et la procédure d'évaluation a de nouveau été posée. Est-ce que vous voulez bien toutes les deux, Sandra et Véronique, revenir sur ce point, nous dire qu'évidemment c'est non dénué de tout lien, mais que ce lien n'est pas là où on le pense? Alors, évidemment, ce n'est pas dénué de tout lien, puisque que ce soit les recommandations ou la démarche d'évaluation, en fait, elles concourent au même objectif, qui est la question de la qualité de l'accompagnement dans les établissements et services, la qualité du service rendu aux personnes accompagnées. Donc, il y a un lien de fond, je dirais, entre évaluation et recommandation. Et d'ailleurs, comme ce lien existe, et comme vous l'a présenté Sandra, pour chacun des critères présents dans le référentiel, on a essayé d'expliciter et lorsqu'une recommandation permet d'éclairer les exigences attendues dans le cadre du critère, nous les avons citées. Donc ce lien, il existe dans la philosophie, il existe dans l'esprit. Par contre, nous ne sommes pas dans une démarche de vérification d'une conformité aux recommandations de bonne pratique. Nous sommes dans une démarche d'évaluation de la qualité qui s'inscrit dans les démarches d'amélioration continue de la qualité et donc on a défini d'une certaine manière quelles étaient les exigences qu'on attendait d'un établissement ou d'un service pour délivrer un service de qualité. Et pour pouvoir répondre à ces exigences, les établissements et services sont invités à s'appuyer sur les recommandations pour pouvoir justement mettre en œuvre ou les organisations ou les pratiques professionnelles qui permettront de délivrer le service attendu. Je ne sais pas, Sandra, si tu veux compléter. Juste rappeler ce que je disais tout à l'heure. Pour chacun des critères du référentiel, on a identifié dans les fiches critères les recommandations de bonne pratique professionnelle qui ont été publiées par la HAS et anciennement l'ANESM, soit les recommandations de bonne pratique généralistes, soit les recommandations plus spécifiques à certains secteurs. Donc, elles doivent être prises en compte et connues des évaluateurs dans le cadre de l'évaluation qu'ils vont mener. Donc, elles sont présentes, elles sont mentionnées et ça fait bien partie du cadre de la qualité à l'œuvre dans une structure. Parfait. Je vois encore des questions autour notamment de la phase préparatoire. On va peut-être faire le lien avec SINAE, Sandra, et est-ce qu'on peut se servir de SINAE pour faire une phase préparatoire à l'évaluation? Comment ça peut jouer dans une perspective d'amélioration continue de la qualité en établissement? Alors effectivement, SINAE est depuis la mi-mai accessible pour les ESSMS eux-mêmes pour la réalisation justement de leurs auto-évaluations, s'ils souhaitent s'y engager et se préparer aux exigences du référentiel. Donc oui, SINAE peut être l'outil que les structures vont elles-mêmes utiliser pour s'auto-évaluer et voir où elles en sont par rapport aux exigences du référentiel. Ensuite, les organismes qui auront été autorisés à évaluer les structures qui figureront sur notre liste auront accès à SINAE pour pouvoir réaliser l'évaluation elle-même sur la base des critères qui vont s'appliquer
à la structure considérée, donc qui prendra en compte les critères spécifiques en fonction de la structure dans laquelle va se dérouler l'évaluation. Donc, deux approches dans SINAE, celle pour les établissements et services sociaux médico-sociaux eux-mêmes, s'ils veulent s'inscrire dans cette auto-évaluation, se tester, voir où ils en sont par rapport aux critères du référentiel. Puis, la partie dédiée aux organismes et à leurs intervenants pour la réalisation des évaluations et donc la cotation de l'ensemble des éléments d'évaluation qui seront applicables à la structure considérée. Merci beaucoup. On a aussi des questions sur le caractère contradictoire de la procédure d'évaluation. Est-ce qu'on peut répondre à cette question-là ? Oui, je pense que c'est en lien avec la partie qu'on a identifiée à la fin, là, sur à partir du moment où l'organisme a réalisé l'auto-évaluation, le pré-rapport, ce qu'on peut appeler le pré-rapport, étant transmis à la structure qui a été évaluée, qui va pouvoir faire ses observations qui vont figurer au rapport et qui vont permettre d'assurer ce contradictoire et de faire apparaître des éléments tant de la part que la structure évaluée va souhaiter mettre en avant sur la base du rapport qu'elle va recevoir. Et ces observations vont figurer au rapport final qui sera transmis par l'établissement ou le service à son autorité et à la HS. Ok. Je voulais revenir sur un aspect relatif à l'accréditation des organismes. Je vois une question sur le fait que l'expérience antérieure d'évaluateur ne serait pas prise en compte. Est-ce que c'est d'abord exact et il peut y avoir des raisons pour cela, ou est-ce que c'est inexact ? Philippe ou Carole ? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par expérience antérieure d'évaluateur. Par exemple, un organisme évaluateur existant depuis 10 ans et qui a déjà opéré des évaluations sur la base des grilles, cahiers des charges et guides méthodologiques précédents vient devant vous pour déposer sa nouvelle demande d'accréditation sous le nouveau régime juridique publié par les décrets et les lois dont nous avons parlé. Et au fond, on lui dit il faut une phase administrative et une phase opérationnelle, et vous serez accrédité plus tard quand vous en aurez fait une dans le cadre des nouvelles règles aujourd'hui applicables. Et la personne dit, mais dans ce cas-là, les 300 évaluations que j'ai accomplies précédemment, elles ne sont pas prises en compte, elles ne valent rien. Est-ce qu'on peut répondre à ça ? Alors, effectivement, le point zéro de la mise en place de la réforme, mais ça, la HS pourra en parler mieux que moi, voilà, c'est la mise en place de ce nouveau référentiel. Donc, c'est le nouveau cadre. Donc, toute l'expérience acquise, elle va être utile à tous les organismes candidats pour plus facilement appréhender le nouveau référentiel, se l'approprier et être opérationnel, je dirais, rapidement dans leur capacité à réaliser les évaluations. Mais d'un point de vue de l'accréditation, effectivement, voilà, le point zéro, c'est celui-là, c'est la place de la réforme, et les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde. Et voilà, l'antériorité, c'est simplement de la capacité à rentrer plus facilement dans le dispositif selon moi. Donc, on est sur une nouvelle donne, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une nouvelle donne légale et qui s'applique à tous, et donc les accréditations anciennes ne sont pas prises en compte pour l'accréditation nouvelle. D'ailleurs, il y a une question qui est posée sur le fait que dans les organismes, dans le domaine sanitaire, il n'y a pas d'organisme accrédité par le COFRAC pour faire les évaluations des établissements sanitaires. Évidemment, c'est tout à fait exact, mais parce que là, l'évaluation, elle est opérée en direct par la HAS, et donc il s'agit d'un corps en quelque sorte, ou en tout cas d'experts visiteurs qui existent au sein de la HAS. Ici, la différence est importante. On a dit 44 000 établissements. Il faut savoir qu'il y a à peu près 3 300, je crois, établissements sanitaires et 44 000 établissements sociaux et médico-sociaux. C'est évidemment très, très différent et on ne pouvait pas envisager que ce soit la HAS qui fasse ces évaluations en recrutant, au fond,
des évaluateurs sociaux et médico-sociaux. Je reviens sur une question qui m'avait interpellé, parce que j'essaie de faire le tri. Est-ce que les indépendants, mais je n'ai pas bien compris la question qui est d'ailleurs posée, qu'est-ce que c'est qu'un indépendant sont exclus de l'accréditation? Est-ce qu'on parle là d'une personne prise individuellement qui a une activité en quelque sorte d'auto-entrepreneur de l'évaluation? Est-ce qu'on peut répondre à cette question, soit du côté du COFRAC, soit du côté de la HAS? Peut-être juste pour démarrer, c'était une des questions qui nous a été posée d'emblée quand nos missions ont été élargies au social et au médico-social de la part d'un certain nombre d'évaluateurs. Et c'est vrai que c'est un point que nous avions évoqué d'emblée avec le COFRAC sur est-ce que l'accréditation serait possible sur des entreprises unies individuelles ou des auto-entrepreneurs. Alors, je vais évidemment laisser ou Carole ou Philippe répondre plus précisément. En tout cas, la question qui nous avait été, la réponse qui nous avait été apportée, c'est que c'était tout à fait envisageable. Et du coup, je rebondis sur une question posée dans le chat en disant, et donc si on travaille seul, du coup, on ne peut pas être demandé à être accrédité parce qu'il faut, excusez-moi, forcément 2 évaluateurs en visite. Non, ça veut dire que par contre, vous devez vous associer à une personne pour pouvoir faire la visite d'évaluation. Après, il vous appartient à vous de vous organiser. Mais sur la question vraiment des statuts, peut-être que Philippe et Carole peuvent préciser. Oui, bien sûr, on va préciser au niveau du COFRAC. Donc, il est tout à fait possible que des organismes dits unipersonnels, c'est comme ça qu'on les nomme, soient accrédités par le COFRAC, notamment la section inspection. On a un certain nombre d'organismes composés d'une seule personne, un seul inspecteur accrédité dans différents domaines techniques. Donc, c'est tout à fait faisable, bien sûr. Parfait. Il y a beaucoup de questions sur les personnes seules qui sont évaluateurs et le fait qu'elles peuvent se joindre à 2 pour faire cette évaluation. Et le point de savoir dans ce cas-là, s'il faut que les 2 organismes évaluateurs, donc d'entrepreneurs entre guillemets individuels, soient tous les 2 accrédités, ou est-ce qu'on peut répondre à cette question-là quand on fait en quelque sorte un couple d'évaluateurs? Est-ce que les 2 structures doivent être accréditées? Alors, au niveau du COFRAC, en fait, il faut qu'on ait, vous avez compris tout à l'heure, une entité juridique. Donc, l'organisme dit unipersonnel doit être une personne morale. On n'accrédite pas une personne physique, donc c'est une personnalité morale. Et c'est lui qui va prendre la responsabilité de l'ensemble des contrôles qui vont être réalisés sous couvert de son accréditation. Par contre, il peut tout à fait employé sous forme d'un contrat de prestation ou voilà, selon différentes modalités, une autre personne pour travailler avec lui, mais cette deuxième personne n'a pas besoin d'être accréditée puisqu'elle va travailler sous la responsabilité de l'entité juridique qui va demander l'accréditation. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent aussi exister. On a vraiment des cas de figure très, très différents. Et les équipes du COFRAC, bien sûr, dans le cadre de la recevabilité des demandes, posent un certain nombre de questions, essaient de comprendre le dispositif proposé dans le cadre de l'accréditation. Et voilà, c'est tout à fait faisable de cette façon-là. Ok. Et est-ce qu'on va former les évaluateurs pour accréditer les établissements, pardon, les évaluateurs qui seront accrédités bénéficieront-ils d'une formation par la HAS ou par le COFRAC sur ce nouveau cahier des charges ou sur les principaux éléments de l'évaluation? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, nous allons organiser des journées de formation à destination des référents SMS de chacun des organismes pour aller un peu plus loin que ce qu'on a fait là aujourd'hui sur la présentation du référentiel, des méthodes d'évaluation, de la plateforme SINAE, du déroulé de la visite d'évaluation, à charge pour ce référent d'assurer la transmission aux différents intervenants de l'organisme, puisqu'il aura la responsabilité d'en assurer la qualification pour la réalisation des évaluations. Donc, ce seront des journées ouvertes à l'ensemble des référents des organismes. C'est pour ça qu'on demande à ce que chaque organisme désigne un référent, un ou plusieurs référents, en fonction de la taille de l'organisme, et qui participera systématiquement à nos journées d'information où on présentera l'ensemble du dispositif.
Alors, Et je pense que du côté du COFRAC, il doit y aussi y avoir peut-être des éléments d'information à ce niveau-là. Je vois encore des questions sur la plateforme Sinae, sur le point de savoir si elle sera accessible aux établissements pour réaliser leur auto-évaluation. J'ai envie de dire que oui, on a dit que oui. Il faut Alors, elles le sont déjà, hein, Christian. Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ils ont accès via la page Internet à la création du compte. J'ai aussi vu que quelqu'un demandait, j'ai toujours pas eu mes droits, etc. Mais c'est à vous de créer. On a mis un guide d'utilisation de Sinae pour que vous puissiez créer votre compte et créer vos droits. Et à partir du moment où vous les avez créés, ce qui est assez facile, hein, puisqu'on a déjà beaucoup de structures qui se sont connectées, vous pourrez démarrer et réaliser votre auto-évaluation. Il y a des questions aussi très, très importantes sur le produit final, ce fameux rapport d'évaluation. Des questions à la fois piquantes. Est-ce qu'on peut rêver de ne plus avoir 100 pages redondantes à rédiger? Est-ce qu'il y aura un rapport type? Toutes ces questions-là, est-ce qu'on peut aujourd'hui y répondre d'ores et déjà? Oui, puisque c'est ce que je présentais tout à l'heure. Vous allez, puisque à partir de la plateforme Sinae, vous allez coter l'ensemble des éléments d'évaluation du référentiel qui vont s'appliquer à la structure que vous évaluez. Vous allez y apporter les commentaires associés pour en extraire des axes forts, des axes de progrès, et ce qui va permettre après de générer ce rapport d'évaluation à partir de toutes les données que vous aurez injectées dans Sinae lors de la visite d'évaluation. Donc, le cadre de ce rapport sera identifié dans Sinae et sera alimenté par les éléments que vous porterez dans la plateforme pendant la visite d'évaluation. Peut-être rappeler que la loi prévoit qu'il y aura dorénavant une publication des résultats de l'évaluation selon des modalités qui restent à définir par décret. Donc, on attend là-dessus les travaux de la Direction générale de la cohésion sociale. Mais voilà, tout ou partie, en tout cas, de ce rapport devra être rendu public dans les suites. Il y a des éléments que je vois sur les cotations en fonction des cibles. Est-ce qu'on peut reprendre quelques éléments sur ce point-là, Sandra? Oui. Le système de cotation donc, est un système de cotation à 5 niveaux qui a été établi, qui sera chaque élément d'évaluation devra être coté par l'intervenant lors de l'évaluation, à partir des éléments recueillis lors des entretiens, à partir de la consultation documentaire, à partir de ce qu'il aura observé. Donc, lors de l'évaluation, l'intervenant dans la structure va coter chaque élément d'évaluation et ensuite, le système va générer par calcul de moyenne la cotation du critère, de l'objectif, de la thématique et du chapitre, puisqu'on s'arrête au niveau du chapitre sur la cotation. Et chaque chapitre aura une cotation globalisée et c'est à partir de là que sera présenté le rapport d'évaluation et les commentaires associés qui mettront en valeur soit des axes forts, soit mettront en lumière des axes de progrès pour la structure en fonction d'une cotation qui serait moins avantageuse pour la structure et qui nécessiterait un travail supplémentaire pour la structure. Merci beaucoup. Je vois des questions qui sont posées dans l'onglet questions et auxquelles il y a eu des réponses qui sont faites individuellement par toute l'équipe de la HAS. J'essaie de regarder celles qui ne sont pas répondues. Quelles sont les formes d'organisation possibles pour conjuguer toutes les exigences hors sous-traitance? Faut-il faire un groupement? Mais je pense que Christian, si tu veux bien, on va peut-être aussi continuer de répondre à ces questions dans une foire aux questions, puisqu'on a déjà alimenté notre foire aux questions d'un certain nombre de réponses à des questions qui nous ont été posées dans la webconférence du 9 mai. On va peut-être faire la même chose ici pour pouvoir apporter des compléments aux questions qu'on n'aurait pas traitées aujourd'hui. Très bien. Parce que je crois que nous sommes arrivés au bout du temps qui nous était imparti. Ah, moi, j'étais parti pour aller jusqu'à 16 heures. Parfait. Peut-être qu'on peut donner quand même quelques indications générales. Le webinaire a été enregistré, je crois, et il est susceptible d'être revu à la demande. Et puis, il y a la foire aux questions dont a parlé Sandra.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne le crois pas, mais je vous remercie de compléter les uns et les autres. Rappelez que Sinae sera ouvert dans le courant du mois de juin, donc vous pourrez à ce moment-là vous y inscrire et c'est à vous de faire la démarche, hein, c'est bien ce qu'a expliqué Sandra. Voilà, avec les journées d'information dont nous avons parlé auront lieu à partir du mois de septembre pour les référents. Comment est-ce qu'on va informer sur le calendrier de ces journées d'information, Véronique? C'est sur le… Il faut s'abonner au fil d'actualité de la HAS? Eh bien, c'est surtout que chacun va mettre son dossier dans Sinae, donc on aura un contact direct avec les organismes qui auront demandé l'accréditation et qui, du coup, seront les cibles de ces journées d'information. Ok. Eh bien, je vous remercie tous pour votre assiduité à ce webinaire. Vous allez recevoir par mail dans quelques minutes un questionnaire de satisfaction pour répondre et améliorer la prestation conjointe de la HAS et du COFRAC sur ce webinaire. Et puis, vous la redécouvrirez évidemment en replay sur le site de la HAS. Je vous souhaite à tous une bonne et agréable après-midi. Et je vous dis à bientôt pour les journées d'information à partir de septembre en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions autour de Sinae sur Sinae. Merci beaucoup à vous tous. Merci, au revoir à tous. Au revoir.